Proust, consolation. Pourquoi consolation? On a besoin de se consoler? Bah ouais. Donc on y va. C'est le 16. Ça fait trop. On va finir. Oh non, il y en a encore. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Alors il y a un truc qui m'énerve, c'est les madeleines de Proust. Proust, Proust, la madeleine. Quand vous allez à Cabourg, vous allez pèleriner au Grand Hôtel et vous entrez sur la place du Bled, qu'est-ce que vous voyez à chaque boulangerie? L'authentique madeleine, Proust, la madeleine de Proust. Non, vous allez à Illiers-Combray à la boulangerie, il y a... Oh non, eux ils s'en foutent. Mais Proust, madeleine de Proust, c'est un peu comme Rabelais ou Gargantua, Don Quichotte, moulin à vent. C'est toujours louche quand il y a des attributions comme ça. Walter Benjamin, l'œuvre d'art à l'ère de la reproduction technique. T'as lu le reste? Se méfier. Alors, je m'étais dit qu'on devait y aller y voir. Puis je m'étais dit aussi que partout, chaque fois que vous entendez « Madeleine de Proust », la personne qui vous dit ça, tu peux m'expliquer la Madeleine de Proust? Vous faites celui qui connaît rien. T'as pas lu Proust, toi? Si, un peu, mais pas la Madeleine. Je me rappelle plus bien, tu peux me raconter? Faites ça dans l'expérience. Alors la Madeleine de Proust, où elle est dans ce gros machin? Elle est tout au début. Page 44, je crois. Ouais, j'avais mis un petit post-it. Oui, qu'on est dans le tout début. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas encore entré dans Combray, cette grande maison. Vous savez par quoi ça commence? C'est tout ce début, c'est miraculeux. On commence par s'endormir. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Un homme qui dort tient autour de lui le cercle des heures. Ça joue sur l'oreiller. Et puis, qu'est-ce qu'on peut attraper? Sinon quoi? Sinon les ombres. C'est pour ça que j'avais repris ce texte qui est juste un petit peu avant de la lanterne magique. On fait bouger la lampe à pétrole avec son lenticulaire parce qu'on ne se souvient pas, on ne sait plus comment elle est, cette maison. Et donc, qu'est-ce qu'on fait bouger? Des variations sur les ombres, mais hop, il y a le petit bouton de porte qui, lui, devient net, et puis on va entrer. Mais après, ça continue. Et par exemple, ça va être aussi une prochaine vidéo, ce thème des journées de lecture, cette préface à Ruskin, et puis, mais qui décrit un temps, qui décrit pas un lieu, et puis il réinsère ce texte journée de lecture, et ça va servir de matrice, de grille, c'est-à-dire pour chaque petite nuance, petit paragraphe de ce qui est un texte, ce qui est une préface, la préface à Ruskin transplantée dans la recherche, eh bien, il va retrouver des points ou des moments de la maison de Combray et il va pouvoir commencer à la réassembler. Et il va pouvoir la réassembler, justement, il n'y a pas de souvenir. Ça sera juste après, chapitre 2. Combray, de loin, 10 lieues à la ronde, vue du chemin de fer, quand nous y arrivions la dernière semaine avant Pâques. En plus, c'est génial, c'est une entrée par le chemin de fer, un texte cinétique. Et c'est juste avant qu'il y a ça. Alors, là, on y regarde de près. Ça va être un peu décoction. Bah ouais, mais justement, c'est de ça qu'il s'agit. Ces espèces de tisanes qui n'ont pas de goût. Bah... C'est ainsi que pendant longtemps, quand réveillé la nuit, je me ressouvenais de Combray, je n'en revis jamais que cette sorte de pan lumineux, découpé au milieu d'indistinctes ténèbres, pareil à ceux que l'embrasement d'un feu de Bengale ou quelques projections électriques éclairent et sectionnent dans un édifice dont les autres parties restent plongées dans la nuit. Vous voyez ce jeu avec lumière, nuit, et puis... petit flash électrique et impression extrêmement partielle. À la base assez large, le petit salon, la salle à manger, l'amorce de l'allée obscure par où arriverait Monsieur Swann, l'auteur inconscient de mes tristesses, le vestibule, etc. Et on continue. Tout cela était en réalité mort pour moi. Et dans un livre qui va tout le temps travailler sur la mort et finir par cette espèce de mort générale appliquée à l'ensemble de ce qu'on a traversé, sauf ce narrateur, lui aussi,
vieilli, et puis c'est la mort de l'auteur lui-même, Marcel Proust. Mais le livre, lui, ça y est, il existe, et l'auteur commence à l'écrire. Eh bien, cette idée de la mort, elle est là, en ouverture. Et c'est pour ça, quand vous pensez Madeleine de Proust, pensez toujours que, comme dans Dante qui est toujours présent, comme dans ce voyage en chemin de fer pour aller à Combray, traverser la gare Saint-Lazare, c'est descendre les cercles de l'enfer. Tout cela était en réalité mort pour moi. Et je crois qu'il faut le prendre vraiment très au sérieux, Proust, sur cette idée d'attraper cette terre des morts. Alors, on mange de la terre des morts et on se retrouve avec une Madeleine dans la goule. Mort à jamais ? Point d'interrogation. C'était possible. Il y a beaucoup de hasard en tout ceci, et un second hasard, celui de notre mort, souvent ne nous permet pas d'attendre longtemps les faveurs du premier. Qu'est-ce que la mort ? Un hasard. Je trouve très raisonnable la croyance celtique que les âmes de ceux que nous avons perdus sont captives dans quelque être inférieur, dans une bête, un végétal, une chose inanimée, perdue en effet pour nous jusqu'au jour qui pour beaucoup ne vient jamais, où nous nous trouvons passés près de l'arbre, entrés en possession de l'objet qui est leur prison. Alors elles tressaillent, nous appellent, et sitôt que nous les avons reconnues, l'enchantement est brisé. Délivrées par nous, elles ont vaincu la mort et reviennent vivre avec nous. Vous voyez, encore la mort à la fin du paragraphe, et puis cette plongée est tellement extraordinaire dans les croyances celtiques, non pas la mort, mais cette transmigration, métempsychose vers un animal, non, bien plus, dans quelque être inférieur, dans une bête, un végétal, une chose inanimée. Il en est ainsi de notre passé. Ces peines perdues que nous cherchions à l'évoquer. Tous les efforts de notre intelligence sont inutiles. Combien de fois on l'a vu, cette chose revenir en leitmotiv. Il est caché, hors de son domaine, de sa portée, en quelque objet matériel, en la sensation que nous donnerait cet objet matériel, que nous ne soupçonnons pas. Cet objet, il dépend du hasard, que nous le rencontrions, avant de mourir, à nouveau mort, et à nouveau, fin de paragraphe, ou que nous ne le rencontrions pas, encore le hasard associé à la mort. Il y avait déjà bien des années que de Combray, tout ce qui n'était pas le théâtre et le drame de mon coucher n'existait plus pour moi. Quand un jour d'hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je refusai d'abord, puis je ne sais pourquoi, me ravisai. Et comment on installe déjà ce flottement. Elle envoya chercher, on ne va pas chercher soi-même, on a des domestiques pour aller en bas à la boulangerie, un de ces gâteaux courts et dodus. Par contre, le courts et dodus, moi, il m'a toujours fait mon bonheur, à côté de ce qui suit, appelé Petite Madeleine. On dit toujours la Madeleine de Proust. Non, la Petite Madeleine de Proust, courte et dodue. Ça devrait toujours être dit dans un seul mot, par quiconque emploie l'expression, qui semble avoir été moulée dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques. Qui semble avoir été moulée dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de Madeleine. Vous voyez qu'on y est entré, ça y est, dans le passage, qui fait que Proust traîne cette casserole au derrière depuis lors, jusque dans le cimetière du Père-Lachaise. Quand vous passez à côté de la tombe, vous l'entendez qui résonne la casserole. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Bah ouais alors, c'est ça la Madeleine, tu vois bien. Attention. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour,
en me remplissant d'une essence précieuse. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour en me remplissant d'une essence précieuse, ou plutôt cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie? Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle le dépassait infiniment. Ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle? Que signifiait-elle? Où l'appréhender? Je bois une seconde gorgée, où je ne trouve rien de plus que dans la première. Une troisième qui m'apporte un peu moins que la seconde. Il est temps que je m'arrête. La vertu du breuvage semble diminuer. Il est clair que la vérité que je cherche n'est pas en lui, mais en moi. Il y a éveillé, mais ne la connaît pas, et ne peut que répéter indéfiniment, avec de moins en moins de force, ce même témoignage que je ne sais pas interpréter, et que je veux au moins pouvoir lui redemander et retrouver intact à ma disposition tout à l'heure pour un éclaircissement décisif. Je pose la tasse et me tourne vers mon esprit. C'est à lui de trouver la vérité. Mais comment? Grave incertitude, toutes les fois que l'esprit se sent dépassé par lui-même, quand lui, le chercheur, est tout ensemble le pays obscur où il doit chercher et où tout son bagage ne lui sera de rien. Quand lui, le chercheur, est tout ensemble le pays obscur où il doit chercher et où tout son bagage ne lui sera de rien. Chercher, il y a la suite des points d'interrogation. Chercher, pas seulement créer. Il est en face de quelque chose qui n'est pas encore et que seul il peut réaliser, puis faire entrer dans sa lumière. Fin de paragraphe. On ferme le livre? On pourrait. Non, je triche, on va y revenir. Mais alors, de quoi elle l'a fait ressouvenir, la Madeleine? De rien du tout. On aura ça plus tard, dans le temps retrouvé, dans la cour de Guermantes, c'est le son de la petite cuillère du maître d'hôtel, tching, sur la tasse, et puis là vient... Et pour le livre, François le Champy, dans la bibliothèque, aperçu. Alors donc, la Madeleine, c'est rien? C'était un contresens absolu sur Proust. C'est fade, gorgé de thé, plus le gâteau qui se dissout dedans. C'est-à-dire qu'il n'a même pas de consistance. Ces biscuits, à peine vous les trempez, que ça se délite. Et donc tout ça se délite dans la bouche. Il n'y a rien dans la Madeleine. Alors pourquoi on en a fait une telle histoire? Bon, on y revient. Et je recommence à me demander quel pouvait être cet état inconnu qui n'apportait aucune preuve logique, mais l'évidence de sa félicité, de sa réalité, devant laquelle les autres s'évanouissaient. Je veux essayer de le faire réapparaître. Je rétrograde par la pensée au moment où je pris la première cuillère de thé. Je retrouve le même état, sans une clarté nouvelle. Je demande à mon esprit un effort de plus, de ramener encore une fois la sensation qui s'enfuit. Et pour que rien ne brise l'élan dont il va tâcher de le ressaisir, j'écarte tout obstacle, toute idée étrangère. J'abrite mes oreilles et mon attention contre les bruits de la chambre voisine, mais sentant mon esprit qui se fatigue sans réussir, je le force au contraire à refaire avant une tentative suprême. Puis une deuxième fois, je fais le vide devant lui. Je remets en face de lui la saveur encore récente de cette première gorgée et je sens tressaillir en moi quelque chose qui se déplace, voudrait s'élever, quelque chose qu'on aurait désancré. Quelque chose qu'on aurait désancré. À une grande profondeur. Je ne sais ce que c'est, mais cela monte lentement. J'éprouve la résistance et j'entends la rumeur des distances traversées. Le prochain qui vous dit « Ah, Proust, Madeleine de Proust », répondez-lui comme ça. Et j'entends la rumeur des distances traversées. Vous verrez comment il va vous regarder.
Certes, ce qui palpite ainsi au fond de moi, ce doit être l'image, le souvenir visuel qui, lié à cette saveur, tente de la suivre jusqu'à moi. Mais il se débat trop loin, trop confusément. À peine si je perçois le reflet neutre où se confond l'insaisissable tourbillon des couleurs remuées. Mais je ne peux distinguer la forme, lui demander comme au seul interprète possible de me traduire le témoignage de sa contemporaine, de son inséparable compagne, la saveur, lui demander de m'apprendre de quelle circonstance particulière, de quelque époque du passé il s'agit. Arrivera-t-il jusqu'à la surface de ma claire conscience, ce souvenir, l'instant ancien, que l'attraction d'un instant identique est venue de si loin solliciter, émouvoir, soulever tout au fond de moi? Je ne sais, maintenant, je ne sens plus rien. Il est arrêté, redescendu peut-être. Qui sait s'il remontera jamais de sa nuit? 10 fois, il me faut recommencer, me pencher vers lui, et chaque fois la lâcheté qui nous détourne de toute tâche difficile, de toute œuvre importante, m'a conseillé de laisser cela, de boire remonter en pensant simplement à mes ennuis d'aujourd'hui, à mes désirs de demain qui se laissent remâcher sans peine. Et c'est là, enfin. Alors vous voyez, je ne dis pas qu'il s'agit de quelque chose de neutre, de banal dans la recherche. Au contraire. Après la lanterne magique, après François le Champy, après la première installation des journées de lecture, on absorbe tout ça et on le produit dans ce grand charroi de la recherche où on est déjà dans les figures qu'on retrouvera, comme on le faisait hier, tout à la fin du livre. Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Mais vous voyez, comme ce tout d'un coup, on est loin, loin, loin du fait de la madeleine trempée dans le thé, qui en tant que tel n'apportait rien. Ce goût, c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Combray, parce que ce jour-là, je ne sortais pas avant l'heure de la messe, quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait, après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite Madeleine ne m'avait rien rappelé avant que j'y eusse goûté, peut-être parce que, en ayant souvent aperçu depuis, sans en manger, sur les tablettes des pâtissiers, leur image avait quitté ses jours de Combray pour se lier à d'autres plus récents. Peut-être parce que ces souvenirs, abandonnés si longtemps hors de la mémoire, rien ne survivait, tout s'était désagrégé, les formes, et celles aussi du petit coquillage de pâtisserie, si grassement sensuel sous son plissage sévère et dévot. Alors, on ne va pas nier qu'elle y est, la Madeleine, qu'elle y est bien, mais n'oubliez jamais la mort qui la précède. Si grassement sensuel sous son plissage sévère et dévot, s'était aboli ou ensommeillé, avait perdu la force d'expression qui leur eût permis de rejoindre la conscience. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, vous voyez comment la mort revient ici, maintenant qu'on l'a mâchée, la Madeleine. Après la destruction des choses, seule, plus frêle, mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle. Mais cette séquence, plus frêle, 1, plus vivace, 2, plus immatérielle, 3, plus persistante, 4, plus fidèle, 5. L'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes. La métaphore celtique qui revient traverser. À se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Et dès que j'eus reconnu le goût du morceau de madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma tante, quoique je ne susse pas encore et dusse, oh les subjonctifs, remettre à bien plus tard de découvrir aussitôt la vieille maison grise sur la rue où était sa chambre, vint comme un décor de théâtre. Dire de quoi vous vous souvenez? De la réalité? Non. La maison grise, coin sur la rue, vous voyez de l'extérieur, en angle, en pignon, comme un décor de théâtre. C'est pas la réalité qu'on atteint. C'est le décor qui vous suscite la réalité derrière.
vint comme un décor de théâtre s'appliquer au petit pavillon donnant sur le jardin qu'on avait construit pour mes parents sur ses derrières, ce pan tronqué que seul j'avais revu jusque-là, et avec la maison, etc., etc. Et c'est parti pour le chapitre 2. Alors, Madeleine de Proust ou pas Madeleine de Proust, ouais, on peut avoir ça, penser. Tu sais, hier, j'avais failli même, si on avait été dans une période normale, mais si on était dans une période normale, je ne ferais pas ça, alors ça veut rien dire. Tu sais, ces petits biscuits Chamonix, j'aime bien le mot Chamonix, et puis à l'intérieur, c'est ces espèces de trucs sur le dessus, un peu comme du pain d'épices, puis dedans, je sais pas quoi. Et là, peut-être, pour beaucoup d'entre nous, on a ce truc, ouais, ces petites pâtisseries d'enfance, et puis on est tous surpris que ça existe encore. Quel âge j'ai, moi, 150 ans. Mais, petite Madeleine, je sais pas. Est-ce que c'est un exercice inutile d'aller reprendre ces pages, mais pas dans cette simplicité apparente de la figure? Ouah, Proust, tu lui mets une Madeleine dans chaque œil, et paf, t'as la littérature. Ah bah manque de peau, ça marche pas comme ça. Demain le 17, ciao.